notre invité politique ce matin, c'est Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement national, porte-parole de Marine Le Pen. Et on le voit, vous êtes avec nous en duplex de votre mairie de Perpignan. On vous remercie d'avoir accepté cette invitation. On va évidemment parler de la campagne de Marine Le Pen dans quelques instants, mais d'abord l'actualité, c'est l'Ukraine. Triple sommet hier, sommet du G7, sommet extraordinaire de l'OTAN, Conseil européen, les Occidentaux qui durcissent encore le ton face aux Russes. Joe Biden veut exclure la Russie du G20. Il promet une réponse de l'OTAN en cas d'utilisation de l'arme chimique. Est-ce que vous approuvez cette fermeté? Est-ce que finalement c'est la seule réponse à apporter à Vladimir Poutine? Écoutez, tout ce qui éloigne du dialogue et d'un cessez-le-feu rapide pose quand même question. Oui, évidemment, il faut être ferme à l'égard de cette agression russe, mais il ne faut surtout pas couper les ponts et le dialogue, parce que sur le terrain, la situation elle est particulièrement catastrophique. Et dans tous les cas, quelles que soient les mesures qui seront prises ou les propos qui seront tenus, on voit bien qu'un certain nombre de pays européens sont assez divisés sur la question et que le problème de l'énergie, le problème de l'alimentation est en train de se poser, le problème des entreprises françaises, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc de ce point de vue-là, il faut rester extrêmement prudent, ferme, ne pas hésiter à dire les choses à M. Poutine, mais pour l'instant, je veux dire, sur le terrain, ça n'a aucun effet. Il faut donc essayer de travailler avec des pays qui ont de l'influence sur la Russie. Je pense notamment à la Chine, évidemment, mais à Israël, ou même, puisqu'elle fait partie de l'OTAN, à la Turquie, qui est l'un des, j'allais dire, des partenaires presque, et des personnes qui dialoguent, ou des pays qui dialoguent avec la Russie. Mais tant que ce problème de l'énergie continue, ce problème de l'alimentation et ce problème économique global, je pense qu'on reste encore dans des positions, des postures, et qu'on est très loin d'avoir réglé le problème. Donc voilà, c'est un sommet, ça fait de la communication politique, mais je ne suis pas persuadé que c'est une grande efficacité sur le terrain. On peut travailler aujourd'hui avec la Chine, comme on peut travailler avec Israël ou la Turquie, ou est-ce que la Chine est plutôt du côté de la Russie, a des intérêts communs avec la Russie dans cette guerre? Oui, mais beaucoup de pays, vous savez, ont des intérêts communs avec la Russie. Beaucoup de pays n'ont pas condamné la Russie ou l'ont condamné timidement. Et donc, de ce point de vue-là, il faut regarder la géopolitique mondiale. L'Occident s'est coupé de la Russie s'est coupée de l'Occident. C'est un fait. J'allais dire, c'est acté aujourd'hui. Et ce sont malheureusement les Ukrainiens qui en paient la note. Et de quelle manière? Mais ça n'empêche pas que, même entre belligérants, il faut se parler. Et l'urgence aujourd'hui, elle est une urgence humanitaire. Il y a des femmes, des enfants qui sont sur les routes, qui fuient les bombardements, et ce sont ces bombardements qu'il faut faire arrêter par tout moyen. Et il n'y en a qu'un aujourd'hui, puisque la force, elle est hors de portée contre la Russie aujourd'hui, c'est nécessairement la négociation, le dialogue et des mesures de rétorsion économique, pour peu que ces mesures de rétorsion économique ne se retournent pas contre nous et ne mettent pas à leur tour en péril notre propre économie. Et c'est là tout le jeu de la mondialisation de l'économie qui est aujourd'hui... On va revenir là-dessus, mais juste un mot, puisque vous parlez de dialogue. Emmanuel Macron, il a ce dialogue aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky lui-même s'est dit reconnaissant des efforts que fait Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous aussi, vous saluez les efforts d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a la bonne méthode? Écoutez, qu'il ait des rapports avec M. Poutine, c'est normal, de chef d'État à chef d'État. Maintenant, je pense qu'il a quand même peu d'influence et qu'il n'est pas obligé systématiquement à se mettre en scène dès qu'il a Vladimir Poutine au bout du fil. On a vu le président israélien se déplacer à Moscou ou je ne sais où pour voir M. Poutine. Ça n'a pas fait les grands titres, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de mise en scène. Je pense que la situation elle est très tendue, qu'il n'est pas besoin de beaucoup communiquer sur le sujet. En revanche, je souhaite qu'il y ait ces efforts de dialogue. Et si M. Macron a cette relation particulière qu'il prétend avoir avec M. Poutine, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il soit en capacité d'influencer quoi que ce soit. En revanche, je répète, il y a des pays comme Israël, comme la Turquie ou comme la Chine, qui ont sûrement les clés du cessez-le-feu d'abord,
et ensuite de la résolution de ce problème et de cette guerre. Sur les sanctions, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Louis Alliot? Est-ce qu'il faut aller plus loin avec des risques, vous l'avez dit, de conséquences, notamment sur les Français, ou est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce que, par exemple, vous aussi, vous demandez aux entreprises françaises de quitter la Russie? Moi, je crois que c'est un peu démagogique, je vous le dis franchement. On peut évidemment avoir des postures et dire on quitte la Russie, mais il faut dire aussi aux Français quel va en être le coût. Quel va en être le coût humain, quel va en être le coût économique, et est-ce que la place que nous allons laisser dans ces pays-là va pas être prise par d'autres? On a déjà vu ça dans d'autres pays. Je vous signale qu'en Irak, pendant très longtemps, on a fait une guerre en Irak, les Français n'ont rien obtenu et ce sont les entreprises américaines qui se sont installées. Donc à ce jeu économique, en général, les Américains sont beaucoup plus performants que nous. Alors oui, des sanctions, je l'ai dit très certainement, mais sur l'aspect économique des choses, avec le péril notamment de l'énergie, parce que c'est quand même l'énergie qui cristallise cet équilibre économique, et encore la France est un peu à l'abri, parce qu'elle est moins dépendante du gaz russe que ne peut l'être par exemple l'Allemagne. De ce point de vue-là, moi je demande simplement qu'on ne se précipite pas, qu'on réfléchisse, évidemment qu'on calcule, et puis surtout qu'on dise aux Français quelle sera la note. Parce que c'est facile de parler devant une caméra en disant on va sanctionner, mais demain il va falloir dire aux Français voilà combien vous allez payer les denrées alimentaires, voilà combien vous allez payer l'énergie, voilà combien va augmenter la vie, combien va être l'inflation, etc. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que nos dirigeants aient ce problème à l'esprit. Il y a des considérations humanitaires et des considérations morales que je comprends très bien, mais il y a aussi notre vie, la vie du continent européen et la vie économique de la France qui connaît d'extrêmes difficultés. Il faut trouver un équilibre entre sanctions, entre fermeté, mais quand même préservation de notre intérêt supérieur national. Emmanuel Macron qui alerte sur une famine, c'est ce qu'il a dit hier, une famine dans 12 à 18 mois dans plusieurs pays, crise alimentaire sans précédent qui toucherait notamment l'Égypte, le Liban, les pays du Maghreb et qui pourrait entraîner forcément une crise migratoire. Est-ce que si Marine Le Pen est au pouvoir et que dans 12 à 18 mois, il y a les conséquences qu'on peut imaginer, vous ouvrirez les bras à ces réfugiés? Écoutez, je pense que c'est totalement utopique. Si vous croyez qu'on peut ouvrir les bras à des dizaines de millions de personnes qui fuient la misère, je pense que c'est utopique et que ça créera en France et en Europe les conditions de conflits supplémentaires. Alors évidemment qu'il faut regarder attentivement, évidemment qu'il faut tout faire pour éviter cette famine-là dès à présent. Mais je ne pense pas comme ça qu'on peut dire a priori, oui, venez, tout le monde est la bienvenue, parce que nous sommes déjà très en difficulté pour accueillir la centaine de milliers de réfugiés ou un peu plus que nous avons d'Ukrainiens aujourd'hui. On est déjà débordé par une immigration clandestine qui s'est installée dans nos villes et qu'on est incapable de loger, à qui on est incapable de donner du travail. Et pour cause, il n'y en a pas pour les Français. Je ne vois pas comment demain on pourrait accueillir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes supplémentaires sans risquer réellement des conflits majeurs au sein même de nos propres pays européens. Des réfugiés ukrainiens que vous accueillez à Perpignan, Louis Alliot, vous êtes même rendu à la frontière polonaise pour aller les chercher. D'abord, combien en avez-vous accueilli à Perpignan? Alors on en a accueilli 110 et aujourd'hui même un bus part à la frontière roumaine et ukrainienne a récupéré 55 de plus, à la demande de la mairie d'Odessa d'ailleurs. Et c'est des personnes, familles, femmes, enfants, qui seront logés chez des privés et pris en charge par des associations ou par des familles, tout simplement, qui les accueilleront le temps du conflit. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est bien d'accueillir, je pense que c'est de notre responsabilité, mais toujours avoir à l'esprit de négocier au plus vite un cessez-le-feu, parce que de toute façon, cette guerre pénalise évidemment tout le monde, et en premier lieu ces Ukrainiens, mais ces Ukrainiens ne rêvent que d'une chose, vous savez, c'est de revenir chez eux parce qu'ils ont leur frère, leur père, leur fils, leur mari qui est en ce moment sur le champ de bataille, qui sont sur le champ de bataille, et j'allais dire, il faut que ça s'arrête vite, donc tout ce qui sera entrepris dans les négociations pour obtenir
de la Russie, un cessez-le-feu et un dialogue entre l'Ukraine et la Russie sera le bienvenu. Et c'est de cela dont il faut évidemment parler et c'est cela qu'il faut appuyer. Et des réfugiés que vous organisez pour accueillir. Est-ce que, comme Robert Ménard, le maire de Béziers, soutien également de Marine Le Pen, vous avez changé d'avis sur l'accueil des réfugiés? Non, très honnêtement, je pense que Robert a sa propre conception. Vous savez, je pense qu'il a été un président de Reporters sans frontières et peut-être lui aussi avait une communication quand il était maire sur le sujet, on va dire, très offensive. Moi, mais il dit qu'il a beaucoup appris, que c'est sa fonction de maire qui l'a fait changer d'avis sur ce sujet, parce qu'il a beaucoup appris des réalités du terrain et qu'il regrette les positions qu'il a eues, notamment sur les réfugiés syriens. Vous, c'est pas votre avis? Oui, non, parce qu'on est beaucoup plus frappés, nous, par une immigration clandestine d'origine algérienne et marocaine. Or, que je sache, les Marocains et les Algériens ne sont pas en guerre. Et je me demande d'ailleurs comment la France peut tolérer de l'Algérie et du Maroc ces flux incessants d'immigration qui passent par l'Espagne sans dire quoi que ce soit aux autorités. Parce que je peux vous dire que pour des villes comme la mienne, mais aussi... Le gouvernement ne dit pas rien, vous le savez, Louis Alliot. Il y a notamment des politiques de limitation des visas. Je ne savais pas que vous siégiez au gouvernement, chère madame. Mais moi, je peux vous dire... Il y a des politiques de limitation des visas. Oui. Non, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est catastrophique. Vous avez des jeunes paumés, parce qu'il ne faut pas... C'est des jeunes paumés qui traversent la frontière et qu'on n'expulse pas, parce qu'on ne peut pas les expulser, parce que l'Algérie, pendant longtemps, a fermé ses frontières et le Maroc aussi, mais pour le coup, ils sont dans nos rues. Enfin, je veux dire, ils sont livrés à eux-mêmes ou pris en charge par des associations qui font leur travail humanitaire, mais je trouve que c'est assez catastrophique parce que la plupart du temps, pas tous évidemment, ils sont pris en charge par des mafias locales intégrées à des réseaux de la drogue ou de prostitution. Et moi, je trouve ça humainement dramatique et économiquement dangereux. Voilà. Et qu'on ne pourra pas tenir longtemps, notamment au niveau des villes, par rapport à cette immigration-là. Là, nous sommes avec des réfugiés européens, des réfugiés femmes et enfants, pas des jeunes hommes. Parce que, d'accord, oui, mais c'est important de le dire. Et je pense que les Français l'ont vu. On a compris, on va passer à un autre sujet d'actualité, c'est la Corse. Aujourd'hui se tiennent les obsèques d'Yvan Colonne, qui a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, qui a été tué en prison par un détenu radicalisé. Est-ce que vous comprenez le choix de l'exécutif corse de mettre les drapeaux en berne pendant cette période de deuil? D'abord, systématiquement, quand on parle de cette affaire, moi je pense surtout à la famille du préfet Erignac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le scandale, qui est un scandale d'État. Comment, dans une prison française, un détenu aussi sensible que M. Colonna peut être laissé comme ça à la merci d'un islamiste, d'une personnalité particulièrement dangereuse, sans surveillance, autant de temps, qui conduit à ce drame et qui conduit évidemment à la colère de nos compatriotes corses. Ça, je dois dire que c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai bien entendu les explications du directeur général de l'administration pénitentiaire, mais très honnêtement, il n'a convaincu personne. Mais est-ce que vous attendez les explications d'Éric Dupond-Moretti? Est-ce que vous attendez des explications d'Éric Dupond-Moretti, qui est silencieux pour le moment sur le sujet? Ah ben il est très silencieux, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là encore, ça pose quand même évidemment un problème par rapport à sa mission. Et de ce point de vue-là, c'est incompréhensible. Maintenant, je ne comprends pas non plus l'exécutif corse qui gère l'île par rapport à ces drapeaux en berne. Voilà, c'est, je pense, un manque quand même de respect par rapport à la famille du préfet Erignac, et je pense que c'était pas nécessaire. Voilà, je pense qu'il faut respecter le deuil de la famille Colonna, ça c'est évident. Je pense qu'il faut respecter nos amis corses, car je rappelle qu'ils ont été très nombreux au moment de cet assassinat pour condamner ce crime à l'époque, et ce n'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu, ce n'est pas la peine de faire agrandir les fractures qui existent déjà entre le continent et la Corse. Qui jette de l'huile sur le feu, juste? Louis Alliot, qui jette de l'huile sur le feu? Ah ben je pense que pendant longtemps,
le gouvernement n'a pas trop écouté les revendications légitimes des familles des détenus corses. Il n'y a aucune raison que les détenus corses ne puissent pas exercer leur peine sur l'île. Ça, moi, je pense que c'est déjà une nécessité. Et de l'autre côté, la fracture de cet exécutif corse qui, petit à petit, j'allais dire, se prend ses distances avec notre pays, avec notre République, ce qui n'est pas très sain, car la Corse, c'est la France. La France, évidemment, a sa plus grande nécessité de maintenir la Corse à la France, et je ne vois pas pourquoi on en changerait. Qu'il y ait un statut particulier, il existe déjà. Et c'est d'ailleurs des nationalistes ou des indépendantistes, comme vous les Corses, qui le gèrent. Donc des autonomistes, pour être plus précis. Oui, mais c'est eux qui sont aux manettes et c'est leur bilan qu'il faut regarder, qu'il faut discuter. Aller plus loin dans quoi ? Je ne sais pas. Il faut regarder quelles sont les revendications. Mais je pense que par rapport au crime du préfet Rignac, par rapport à cet abominable crime aussi, assassinat, dans une prison française, il vaut mieux quand même jouer l'apaisement, ne pas jeter de l'huile sur le feu et ne pas faire de promesses inconsidérées. Et quand je vois que M. Darmanin s'est précipité en proposant tout de suite un statut d'autonomie sans en parler à personne, sans mettre autour de la table d'autres personnes que ceux qui le demandent là-bas en Corse, et je trouve que c'est un peu cavalier et que ce n'est pas faire preuve de responsabilité dans une gestion sensible d'un territoire particulièrement fragile de notre pays et de notre République. Louis Alliot, on va parler de la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était invitée hier du 20h de TF1 et sur la réforme des retraites. On sait que c'est un point un peu flou de votre programme. Vous allez nous éclairer. Elle a dit 40 annuités avec un départ à 40 ans, 42 annuités avec un départ à 60 ans, pardon, 42 annuités pour un départ à 62 ans. Est-ce que clairement vous pouvez nous dire, si Marine Le Pen est présidente de la République, quel sera l'âge légal de départ à la retraite ? Écoutez, il sera à 60 ans pour ceux qui commencent leur carrière très tôt et qui ont 40 annuités et 62 ans pour les autres. Je pense qu'il y a encore une fois, il faut quand même tenir compte de la fonction et des métiers des gens. Quand j'entends M. Macron qui parle comme ça de 65 ans, il croit qu'il y a des gens sur les chantiers qui peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Il le croit vraiment ou il ne sait pas de quoi on parle ? Moi, j'ai vu toute ma vie, dans ma propre famille, des gens travailler dans les bâtiments. Et ils croient comme ça qu'on peut durer 65 ans en soulevant du poids, en étant dans les intempéries, en ayant des conditions particulièrement difficiles de travail. Alors, ça, il dit que la pénibilité sera prise en compte. C'est de la technocratie. C'est de la technocratie, tout ça. C'est décider de choses dans un bureau sans connaître réellement la dureté des choses. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, puisque je crois 70% des Français sont opposés à la retraite à 65 ans et veulent maintenir cette retraite, évidemment, dès que c'est possible, en l'occurrence à 60 ans, et après 40 annuités. Car les annuités pèsent autant que l'âge de la retraite, évidemment. Et c'est de cela dont on parle dans ce débat présidentiel. Marine Le Pen qui est donnée pour le moment au second tour dans les sondages à 16 jours maintenant du premier tour, mais il y a une dynamique de Jean-Luc Mélenchon dans ces sondages. Est-ce que pour vous Jean-Luc Mélenchon menace la présence de Marine Le Pen au second tour ? Non, je ne le pense pas, et d'ailleurs il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique pour Marine Le Pen qui a encore pris 2 points dans un, 3 points dans l'autre, et M. Mélenchon aussi, mais je ne pense pas qu'il soit en capacité de rassembler plus que, évidemment, le score que fera Marine Le Pen au soir de ce premier tour. Je note aussi, petit à petit, la baisse de M. Macron. Ce qu'il faut maintenant, en ce qui nous concerne, c'est faire comprendre à un certain nombre de Français que le vote pour Mme Pécresse ou que le vote pour M. Zemmour aujourd'hui est un vote, malheureusement, qui ne sert plus à rien. Le débat a eu lieu, on a vu les positions des uns et des autres. Maintenant, il faut battre M. Macron. Pour battre M. Macron, pour changer de politique, il n'y a qu'un seul vote aujourd'hui qui soit un vote utile, c'est le vote en faveur de Marine Le Pen. Et je pense que toutes les émissions qu'elle a faites, tous les retours que moi j'ai sur le terrain par rapport à ses positions, au programme qu'elle défend, par rapport aux efforts qu'elle a fournis pendant cette campagne pour prouver qu'elle était à la hauteur de l'enjeu, eh bien, sont en train, j'allais dire, de payer, parce que beaucoup de Français aujourd'hui se tournent vers nous, nous posent des questions, et je pense que nous rejoindrons dans cette dernière ligne droite pour accentuer encore cette dynamique en vue du deuxième tour, parce que rien n'est joué. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent que M. Macron a gagné et que l'élection est pliée.
Je pense qu'on peut tout à fait battre M. Macron et que tous les gens qui ont eu à subir la politique de M. Macron depuis 5 ans se retrouveront nécessairement dans les urnes pour ce deuxième tour et qu'il y aura une chance historique de changer de politique, de changer de président et de changer de système tout simplement pour favoriser, j'allais dire, une prospérité économique, pour défendre la sécurité et pour défendre notre identité. Vous dites le vote pour Éric Zemmour aujourd'hui, ce n'est plus un vote utile. La campagne a été assez tendue entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a eu des départs de votre parti vers Éric Zemmour. On ne va pas y revenir. Est-ce que vous pouvez vous rejoindre Éric Zemmour et Marine Le Pen au soir du premier tour si l'un des deux est présent au second? Écoutez, je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense que Madame Le Pen sera présente, Marine sera présente au deuxième tour. Alors, si c'est ça le scénario, est-ce que vous appelez Éric Zemmour à vous rejoindre au soir du premier tour ou pour vous, la campagne vous a rendu irréconciliable? Non, moi je pense qu'il faut d'abord parler aux électeurs qui ont voté Éric Zemmour. Il y a un certain nombre de personnages, évidemment autour de lui, qui sont partis de chez nous en nous insultant, à qui il sera très certainement difficile de parler. Mais encore, j'allais dire, ça ne tient qu'à moi. C'est à Marine aussi à faire ses choix. Et moi, ce n'est que mon opinion. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui s'apprêtent à voter Éric Zemmour au premier tour. Et ceux-là, au deuxième tour, devront faire un choix. Et ce choix, nécessairement, il se fera en fonction de la candidate la plus proche de leurs idées. Et la candidate, en l'occurrence, la plus proche de leurs idées au deuxième tour, ce sera évidemment Marine Le Pen. Et ce seront au cadre de Reconquête de prendre leurs responsabilités. Mais il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas de discussion comme il y avait eu par exemple en 2017 avec Nicolas Dupont-Aignan. Éric Zemmour, par exemple, vous ne lui proposerez pas le poste de Premier ministre? Écoutez, je pense que cette élection, c'est l'histoire d'un candidat ou d'une candidate avec un peuple et des électeurs et qu'il faut s'adresser directement à eux. Je pense que tout ce qui peut apparaître comme calcul politicien, négociation de couloir, tout ce qu'on a pu voir d'ailleurs chez M. Zemmour avec un certain nombre de gens qui sont partis de chez nous pour négocier des places, tout ça les Français n'en veulent plus. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'on parle aux électeurs, qu'on parle au peuple français. Et dans ce peuple français, il y a des gens de droite et il y a aussi des patriotes de gauche et il faudra s'adresser à tout le monde pour rassembler tout le monde. Et de ce point de vue-là, je fais confiance à Marine qui fait ça déjà très bien et qui j'espère accentuera ce mouvement au deuxième tour parce qu'il faut aller au-delà de 50% et dans cette dynamique-là, eh bien, il y aura des gens de tous les horizons politiques et pas seulement d'un camp politique, car être président de la France, c'est être président de tous les Français et pas seulement d'une faction, d'une partie ou d'un groupe. Une dernière question, Louis Alliot, sur les législatives. D'abord, vous pourriez être candidat aux législatives? Non, je ne pourrais pas être candidat parce que je suis maire de Perpignan, que de toute façon il y a la loi sur le cumul des mandats. Bon, vous ne quitterez pas votre mairie pour l'Assemblée nationale. Que j'ai déjà fort à faire à la mairie de Perpignan et donc je ne serai pas candidat aux élections législatives, même si évidemment je soutiendrai mes candidats ici. Et est-ce que là il pourrait y avoir des accords avec Éric Zemmour, voire avec les LR? Je pense qu'un président doit obtenir une majorité parlementaire et que pour obtenir une majorité parlementaire, eh bien, il faut parler à des partenaires. Et dans ce cadre-là, très certainement, il faudra pour les législatives parler notamment effectivement aux LR aussi, parce qu'ils sont une composante importante du paysage politique français. Pour une partie opposée à M. Macron, mais vous avez déjà vu que pour l'autre partie, ils s'apprêtent déjà à voter pour M. Macron, et ceux-là, j'allais dire, n'ont aucun intérêt. Il faut s'intéresser aux autres, et moi je vois sur le terrain beaucoup de cadres DLR qui me disent, mais laissons passer les présidentielles, et on verra après pour regarder une majorité législative, et donc continuons cette élection présidentielle, et puis on verra après. Merci Louis Alliot, merci beaucoup d'avoir été notre invité, maire de Perpignan.